Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du journal d'une femme de chambre. Il s'agit d'un roman écrit par Octave Mirbeau et paru en 1900. Le 14 septembre, Célestine se rend à sa nouvelle place qui se trouve au prieuré de Ménilroi, en Normandie. Elle n'a pas encore vu sa future patronne, puisqu'elles n'ont échangé que par courrier. Cependant, le papier sur lequel a écrit Madame démontre déjà sa radinerie. Célestine nous raconte une histoire qui s'est déroulée lors d'un travail précédent en province. À la sortie du train, un cocher était venu la chercher. Sur le trajet, ce cocher s'est intéressé étrangement à sa provision de bottines. Sur place, monsieur s'est intéressé longuement à ses bottines. Il lui a demandé ses bottines et s'est enfermé dans sa chambre avec elle. Elle l'a retrouvé, quelques jours plus tard, mort, étouffé avec une de ses bottines dans la bouche. À son entrée au prieuré, Célestine a de suite cerné sa maîtresse comme étant une personne méchante, avare et pleine de soupçons. Bien que vue du dehors la maison a l'air respectable, à l'intérieur, la misère se fait ressentir. Quand Célestine voit monsieur, elle le devine bon enfant et porté sur la chose contrairement à sa femme. Il lui demande de l'aide pour retirer ses bottes, non sans arrière-pensée. Quand monsieur est à la chasse, en réalité il se promène, car il s'ennuie dans la maison. Lors du dîner, Célestine s'aperçoit que c'est madame qui dirige tout et que monsieur obéit. Avec Célestine se trouvent deux autres domestiques, Marianne la cuisinière et Joseph le jardinier cocher. Elle est persuadée qu'ils couchent ensemble. Les domestiques mangent dans la cuisine la mauvaise nourriture et boivent le mauvais cidre. Célestine ne dîne pas. Elle a une misérable petite chambre sous les combles. Les maîtres de Célestine s'appellent Isidore et Euprasie Lanlaire. Grâce à la mercière, Célestine en apprend plus sur les Lanlaire. Le père de monsieur s'est enrichi grâce à une faillite frauduleuse, ce qui lui a permis de mettre de côté 450 000 francs. Le père de madame a été marchand d'hommes, c'est-à-dire il s'est enrichi de 1200 000 francs, en remplaçant au régiment des jeunes gens riches par des pauvres diables. Bien que les Lanlaire soient très riches, ils sont radins envers les autres et envers eux-mêmes. C'est surtout le fait de madame, car c'est elle qui dirige tout. Madame tient la bourse et monsieur peine pour s'acheter quelque chose. Monsieur et madame n'ont plus de rapport, madame ne le supportant pas. Bien que les Lanlaire soient malfaisants, les autres les respectent, car ils possèdent 1 million de francs. Contrairement à ce que Célestine voudrait, madame s'habille et se coiffe seule, ce qui lui enlève son rôle de femme de chambre. Elle aime connaître ses maîtresses dans leur intimité. Elle se souvient d'une vieille femme avec un corps en ruine qui devant la psyché refusait de voir l'évidence, mais qui pourtant avait encore des parties de jambes en l'air qu'elle essayait de cacher. Célestine se rappelle d'une autre de ses maîtresses, une femme jolie et désespérée qui était délaissée par son mari au profit de son travail. Elle attendait son mari nuit après nuit, mais en vain. En quittant sa place, Célestine l'a accusée des pires ignominies sans raison et a fait semblant de renvoyer les vêtements qu'elle lui avait donnés. Dimanche, Célestine se rend à la messe. En chemin, elle fait la rencontre de Rose, qui est la domestique du capitaine Mauger, un voisin des Lanlaire. Rose lui dit que les femmes de chambre ne restent pas longtemps chez les Lanlaire, car soit madame les renvoie, soit monsieur les engrosse. Rose semble être bien plus qu'une domestique pour monsieur Mauger. Une fois entrée dans l'église, Célestine assiste à une messe de province. Après cela, Rose l'emmène chez l'épicière nommée Madame Gouin. Dans l'arrière-boutique, où se trouvent déjà 4 domestiques, fleurissent les cancans qui déplaisent à Célestine. Rose raconte que pendant que monsieur Rodeau était parti à la campagne, sa femme a pris de force le petit clerc. Rose raccompagne Célestine jusqu'au prieuré. Elle lui révèle que Madame Gouin est une faiseuse d'anges. Une fois rentrée chez les Lanlaire, Madame reproche à Célestine d'être restée si longtemps dehors et elle ne veut plus qu'elle fréquente Rose, chose que Célestine ne compte pas mettre en application. Célestine est éreintée par son travail avec une madame exigeante et injuste. Elle nous raconte une histoire. Monsieur Lanlaire a fait venir le père Pantois pour des églantiers. Il lui a fait croire qu'il allait les payer plus cher que le prix demandé. Monsieur Lanlaire a dit n'avoir que des billets de 1000 francs, ce qui est totalement faux, de manière à ce que l'invité n'ayant pas assez de monnaie ne puisse pas finir la transaction. Puisqu'il ne pouvait pas le payer aujourd'hui, il a dit qu'il le paierait dimanche. Madame est venue. Elle a été choquée par le fait que son mari et un pauvre trinquaient ensemble, et elle a dit qu'elle ne voulait pas d'églantier. Lorsqu'il revient de sa chasse, monsieur se fait disputer par sa femme, car il l'a laissée toute seule. Quand il reste à la maison, il l'agace et lui dit d'aller à la chasse. Dès que sa femme n'est pas là, monsieur parle librement avec Célestine. Il a certaines idées sur elle, et Célestine s'en amuse en lui donnant des espoirs ou en l'arrêtant quand elle le veut. En cachette de sa femme, monsieur lui donne une poire. Bien que Célestine défende et trouve des qualités à madame, monsieur dit qu'elle a gâché sa vie et qu'elle est une vache. Quand il lui fait clairement une proposition, elle le remet à sa place. Célestine profite de l'absence de ses maîtres pour rencontrer Rose et le capitaine Mauger.
Ce dernier et son voisin sont brouillés depuis que M. Lanlaire aurait reproché au capitaine ses familiarités avec Rose. Le capitaine fait exprès de lancer des pierres dans le jardin des Lanlaire. Il dit manger de tout, n'importe quel animal, même ces fleurs qu'il cultive dans son jardin. Le capitaine a un furet apprivoisé nommé Kléber qu'il adore. Célestine parie que le capitaine ne peut pas manger Kléber. Le capitaine tue sur le champ son furet et demande à Rose de le cuisiner. Célestine en est choquée. Le soir, Madame fait une réflexion à Célestine sur la disparition de 2 pruneaux que Célestine a effectivement volés. Célestine apprend la mort de sa mère. Bien que cette femme la battait, elle ressent de la tristesse. Elle ne peut pas aller la voir, faute d'argent pour payer le voyage jusqu'à Audierne. Elle se rappelle la mort de son père, décédé lors d'une tempête lorsqu'il était en mer. La mère est devenue alcoolique et battait ses enfants. Pour se payer ses boissons, la mère a dû se prostituer. La sœur et le frère de Célestine sont partis. Très tôt, elle fait l'expérience de l'école de la vie. Elle a été dépucelée par un contremaître dans une grotte contre une orange. Célestine a été recueillie par les petites sœurs de Pontcroix, qui l'ont sauvée de la dépravation. Après avoir été instruite, elle a été placée en tant que bonne. De ses multiples expériences, elle a appris tous les vices que les familles honnêtes peuvent cacher. Parmi les gens riches, une domestique est bien à plaindre. Depuis le refus de Célestine, monsieur se montre timide envers elle tout en continuant à la désirer. La veille, Célestine a fait exprès d'entrer dans le cabinet de toilette, tandis que monsieur était en train de se laver. Il n'a pas tenté sa chance, contrairement à ce qu'aurait voulu Célestine. Bien que monsieur se défende auprès de madame de s'intéresser à Célestine, madame connaît le caractère volage de son mari. Célestine parle des maîtres qui font des leçons de morale aux domestiques et qui semblent être l'image de la vertu, alors que plus ou moins en cachette, ils mènent un train de vie dissolu. Célestine se souvient d'un douanier qui, en fouillant la malle de sa maîtresse, a trouvé dans un écrin ce qu'elle faisait passer pour des bijoux. Célestine sait aussi que cette femme cachait dans son armoire des livres contenant des images très particulières. Une femme de chambre nommée Mathilde lui en a volé un exemplaire. Cette Mathilde en faisait la lecture dans la lingerie, offusquant une gouvernante anglaise, femme qui sous une nuit a fait des avances à madame, puis à Célestine. La narratrice nous fait le portrait de Joseph. Il s'agit d'un anti-républicain, militariste, patriotique, pour la religion et antisémite. Ses idées sont approuvées par Marianne et Célestine. Marianne raconte à Célestine son passé. Elle a été virée de sa place de bonne après être tombée enceinte d'un interne. Ce dernier lui a ensuite trouvé une place dans une école de médecine où elle devait tuer des lapins et des cochons d'Inde. Leur enfant a connu le même sort. L'automne arrive avec son paysage triste, ses pluies et ses froids qui rendent quasi inhabitable la chambre qu'occupe Célestine. Cette dernière a plaqué monsieur et fait semblant de ne pas remarquer son manège, alors qu'il lui tourne toujours autour. Célestine ne reçoit pas de lettres de Paris. Il y a 5 ans jour pour jour, Célestine a eu un mort dans sa vie. Elle avait été embauchée par une vieille dame qui avait un petit-fils malade menacé de mourir comme le reste de la famille. Célestine devait s'occuper d'une manière particulière de monsieur Georges qui avait 19 ans. Célestine a été embauchée, car il fallait infuser de la vie en ce jeune homme. Célestine s'est installée dans une villa près de la mer à Oulgat. Elle a pris son rôle à cœur. Rapidement, la santé de Georges s'est améliorée. À force d'être ensemble, Célestine et Georges ont noué une amitié. Lors d'une journée orageuse, ils étaient tous les deux agités. Après le dîner, Georges a tenté une approche, mais Célestine l'a repoussé. Malade, il a été obligé d'abandonner. Célestine était en réalité tiraillée par des sentiments contradictoires. S'il était revenu à la vie, c'est car il l'aimait et la désirait. Un baiser aurait été une résurrection. Poussée par les plaintes de Georges, elle lui a donné un baiser et ce qui devait arriver, arriva. Puisque l'état de Georges se dégradait, Célestine avait l'impression d'avoir commis un meurtre. Il demandait à passer la nuit auprès d'elle. Ensemble, ils ont vécu 15 jours d'amour. Célestine avait conscience qu'elle était en train de tuer Georges. L'état de Georges allait en s'empirant. Ni la grand-mère, ni les médecins ne savaient quelle en était réellement la cause. Le 6 octobre, alors qu'il lui faisait l'amour, Georges est décédé brutalement. Au lieu d'appeler à l'aide, Célestine a préféré cacher tous les signes qui démontraient qu'ils avaient une liaison. Ce n'est qu'après avoir remis tout en ordre qu'elle a réveillé la maison. Peu après, Célestine a quitté sa place. Après son retour à Paris, elle a eu une aventure avec un valet de chambre dans un hôtel sordide. L'année dernière, lorsqu'elle a apporté des fleurs à la tombe de monsieur Georges, elle a aperçu la grand-mère accompagnée de ses 2 vieux domestiques. Célestine revoit le capitaine Mauger. Il a capturé le chat des Lanlaire et souhaite faire à ses voisins d'autres sales coups. Il est maintenant en train d'apprivoiser un hérisson. Le capitaine lance des pierres et des débris dans le jardin des Lanlaire. Il propose à Célestine de venir le voir lorsque Rose ne sera pas là. Célestine a reçu une lettre de monsieur Jean.
Ce dernier a pris la grosse tête depuis qu'il côtoie des personnalités patriotes et anti-dreyfusardes. Il a été récompensé et mis en avant par plusieurs personnes suite à une action antisémite. Il sera peut-être choisi comme faux témoin dans le procès Zola. Elle devine qu'elle n'a plus rien à attendre de lui. Célestine vit une morne existence parmi monsieur et madame Lanlaire. Sa seule distraction est d'aller chez l'épicière madame Gouin le dimanche. Une domestique y est absente, car elle se fait avorter. On parle de Claire, une petite fille, qui a été horriblement tuée et abusée dont le corps a été retrouvé dans une forêt. Le meurtre a eu lieu, il y a au moins 8 jours. On ne sait pas qui est le coupable. Peut-être est-ce le père, monsieur Lanlaire ou deux capucins. Lorsque Célestine parle du récent meurtre à Joseph, celui-ci a une secousse, mais se reprend très vite. Quand elle revoit Rose, celle-ci réinsiste sur la nécessité de voir madame Gouin en cas de grossesse, ce qui agace Célestine. Il n'y a maintenant plus d'enfants dans le village, alors que paradoxalement des couples s'amusent beaucoup durant les soirées. Rose pense que monsieur Lanlaire a déjà proposé la chose à Célestine et pourrait donc tomber enceinte, ce dont Célestine se défend. Rose est saluée et respectée par tous les passants, même par le curé. Célestine est intriguée par Joseph qui a une façon d'être étrange, quoiqu'il soit considéré comme une perle parmi les domestiques. Elle est consciente des liens qui sont en train de la lier à Joseph. Il y a eu des enquêtes sur le meurtre de Claire. Aucune piste sérieuse n'a été trouvée. Madame Lanlaire suspecte son mari. Célestine soupçonne Joseph d'avoir fait le coup. Elle se souvient que le jour lors duquel on a trouvé le cadavre de Claire, Joseph était dans la forêt pour chercher de la terre de bruyère. Elle se rappelle que pour tuer les canards, Joseph leur enfonce une épingle dans la tête, en tournant lentement pour que l'animal souffre le plus possible. Tandis que Célestine est attirée par son côté canaille, Joseph s'intéresse à elle et répète que c'est une femme d'ordre. Hier soir, Joseph lui a dit qu'il la connaît bien maintenant, qu'il a de l'amitié pour elle et qu'il possède 15 000 francs. Il veut acheter un café à Cherbourg et demande à Célestine si elle voudrait y travailler et devenir sa femme. Célestine apprend que Victor Charigot, qui est un de ses anciens maîtres, vient de publier un livre. Il ridiculisait le snobisme dans ses ouvrages, mais devenant célèbre trop tôt, il est devenu snob. Il mettait du soin à l'habillement, mais avait la balourdise de l'auvergnat qu'il est réellement. Il a fait du tri parmi ses amis, ne gardant que ceux qui pouvaient l'aider à avancer. Célestine est arrivée au service de ce monsieur au moment où il voulait donner un grand dîner. Il souhaitait pour commencer inviter les femmes divorcées et leurs amants. Les petits plats ont été mis dans les grands. Il y a eu des désaccords entre le mari et la femme. Lors de la soirée, Charigot s'inquiétait de l'opinion des convives et principalement de la comtesse Fergus, personne la plus importante de la soirée. Les invités se sont montrés très stricts sur les manquements d'autrui et ont classé les personnes selon ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire avec elles. Charigot et sa femme ne savaient en réalité ni se tenir, ni se comporter en société. Kimberly a sauvé la mise en parlant avec plein de poésie du dîner donné par le poète John Giotto Farfadetti dans le but de célébrer ses fiançailles avec la femme de son ami le peintre Federico Ciampingleton. Le récit de Kimberly avait fait forte impression sur les invités, sauf sur Charigot. Une fois seuls, monsieur de madame Charigot se sont renvoyés la responsabilité du ratage du dîner. Cependant, le lendemain un article dans un journal a loué la réception de la veille. Ils sont tombés encore plus dans le snobisme. Lorsque Célestine se trouve chez le boucher, celui-ci vend à une vieille dame pauvre un mauvais morceau de viande assez cher, mais donne aux chiens des Lanlaire de la viande bien rouge. Monsieur Lanlaire et le capitaine Mauger se sont rencontrés chez le juge de paix, monsieur Lanlaire se plaignant du fait que le capitaine lance tout et n'importe quoi dans son jardin. N'ayant pas de témoins, monsieur Lanlaire n'a rien pu prouver. Le capitaine propose à Célestine de porter plainte envers monsieur Lanlaire pour outrage aux mœurs et attentat à la pudeur. C'est une chose que Célestine refuse de faire. Joseph pousse Célestine à donner sa réponse rapidement concernant le café, car celui-ci va bientôt être mis en vente. Elle ne sait que répondre. Lorsqu'elle lui demande si c'est lui qui a abusé de la petite Claire, il ne lui fournit pas de réponse. Une histoire paraît dans un journal. Monsieur le doyen avait l'habitude de donner d'étranges cours de religion à des enfants et discréditait le travail de l'instituteur. Alors qu'il était en train de donner un de ses cours, il a reçu la visite de sœur Angèle qui a dit avoir vu un homme nu sur l'église avec une chose qui pointe. Cet homme était en réalité fait de pierre. La nuit, le doyen et la sœur sont montés sur l'église. Le doyen a brisé la statue. Le lendemain, mademoiselle Robineau, ayant trouvé ce qu'elle croyait être une relique, l'a ramenée chez elle et s'est prosternée devant. Elle n'a appris que trop tard ce que ce morceau de pierre représentait. Les domestiques doivent nettoyer l'argenterie des Lanlaire. Cette dernière proviendrait du père de madame Lanlaire qui l'aurait acquérie par filouterie. L'argenterie, dont ne se servent jamais les Lanlaire, n'est sortie qu'une fois par an pour être nettoyée. Joseph fait un lien étrange entre l'argenterie et le petit café. Célestine nous raconte un de ses souvenirs. Madame Tarve l'avait appelé à son cabinet de toilette.
Cette femme s'intéressait étrangement au fait qu'elle soit bien faite. Elle portait attention à sa coiffure, à sa robe, à son linge et à sa démarche. Elle lui a donné du linge. Elle tenait aussi à l'hygiène. En plus de Madame Tarve, Célestine avait aussi pour mission de s'occuper de son fils appelé Monsieur Xavier. Célestine devait entretenir sa chambre et le réveiller à 9 heures. Des autres domestiques, Célestine a appris que la maison connaissait tour à tour des périodes de pauvreté et des périodes de richesse inexplicables. Monsieur, le père, s'occupait d'un bon nombre d'associations, de ligues et de sociétés, mais il passait des journaux grivois à Célestine. Madame Tarve s'occupait aussi d'œuvres diverses, mais semblait en réalité avoir un train de vie dissolu, bien qu'elle se montrait gentille envers Célestine. Selon la cuisinière, Madame Tarve souhaitait faire en sorte que Célestine couche avec son fils, car cela lui revenait moins cher que des cocottes. Cependant, lorsque Célestine venait dans la chambre de Monsieur Xavier, il était indifférent à elle, contrairement à ce qu'elle voulait. Pourtant, un matin, il a fait attention à elle et lui a fait des avances. Il savait que son père s'intéressait aux bonnes et que sa mère avait des amants. C'est comme cela qu'elle parvenait à ramener de l'argent au foyer endetté. Célestine et Monsieur Xavier ont débuté leur liaison. Cependant, Monsieur Xavier en a eu rapidement assez de Célestine qui ne parvenait pas à le retenir à la maison et il a continué à fréquenter les cocottes. Il ne donnait aucune preuve d'amour à Célestine, ce qui la faisait souffrir. Il lui a pris 1 mois de gage, soit 90 francs, sans marque de gentillesse. Il ne lui a pas rendu l'argent. Madame est devenue dure envers Célestine, ce à quoi Célestine ne manquait pas de répondre. Elle ne redevenait aimable envers Célestine que lorsque son fils s'intéressait de nouveau à elle. Une après-midi, monsieur a fait des avances à Célestine. Après qu'il ait lui proposé de venir avec lui à Lourdes, elle lui a répondu qu'elle a été gagée pour coucher avec Monsieur Xavier. Suite à un coup d'éclat entre Célestine, monsieur et madame, Célestine a été renvoyée. Elle n'aura touché aucun argent pour son travail et n'avait que très peu d'argent sur elle. Célestine a logé chez les sœurs de Notre-Dame des 36 Douleurs, qui était une maison de refuge et un bureau de placement. C'était un endroit où les femmes se faisaient en réalité exploiter. En attendant une place, Célestine a été occupée par de la couture. Elle en a eu rapidement assez de cette existence et voulait retrouver son ancien travail de femme de chambre. Elle s'est rendue compte que les bonnes sœurs ne plaçaient que les filles incapables, gardant les meilleurs éléments pour en tirer profit. Dans le dortoir, certaines femmes se retrouvaient durant la nuit. Célestine a fini dans le lit de Clémence, qui était une ancienne connaissance. Elle plaint le sort des domestiques dans un monde dans lequel chacun profite d'un plus pauvre que lui et où les domestiques peuvent être considérés comme des esclaves. Être un domestique, c'est vivre avec le mépris, la suspicion et le sentiment de supériorité des maîtres. Les domestiques pourraient se venger facilement, mais ils ont la servitude dans le sang. Lorsque Célestine comptait quitter les sœurs de Notre-Dame des 36 Douleurs, les sœurs lui ont proposé des places. Cependant Célestine les a refusées toutes, car elle savait que les sœurs allaient chercher à se faire rembourser sur ses gages. En disant ces 4 vérités à une bonne sœur, elle est parvenue à partir avec sa malle, bien qu'elle avait une dette de 70 francs. Rose décède d'une congestion pulmonaire. Célestine n'assiste pas aux obsèques. Alors que Célestine pense que cette mort allait rendre triste le capitaine, Mauger est soulagé de sa mort, car la présence de Rose lui rendait la vie à la maison insupportable. Le capitaine a fait croire à Rose qu'il lui donnait tout grâce un testament, alors que dans un second testament, il léguait tout à l'Académie française. Il propose à Célestine de prendre la place de Rose, du moins pour les coucheries. Elle n'en a pas l'intention. Elle est bien plus séduite par la proposition de Joseph, cet homme la captivant malgré ses défauts. Joseph a obtenu des jours de congé afin d'aller acheter le petit café de Cherbourg. Il ne peut pas quitter sa place tout de suite à cause d'une raison mystérieuse. Il reproche à Célestine sa curiosité et lui avoue penser souvent à elle. Attirée par Joseph, Célestine veut précipiter leur liaison, mais Joseph souhaite attendre le mariage pour cela. Joseph est parti pour Cherbourg. Marianne confie à Célestine avoir peur d'être enceinte de monsieur. En effet, monsieur Lanlaire allait la voir, après avoir été excité par Célestine. Marianne ira voir Madame Gouin. Célestine ressent de la pitié pour Marianne. Elle fouille la chambre de Joseph, dans l'espoir d'y découvrir un secret. Elle n'y trouve que des objets insignifiants. Célestine replonge dans ses souvenirs. Après avoir quitté les bonnes sœurs, Célestine est revenue au bureau de placement, qui sont en réalité des agences d'usure et d'exploitation humaine. Le bureau que fréquente Célestine est dirigé par Madame Paula Durand. Cette dernière, ancienne femme de chambre, est insolente envers les domestiques et obséquieuse envers ses clientes. Les femmes attendent ensemble dans l'antichambre d'être appelées par Madame Paula Durand, qui leur proposera une place. Comme le fait remarquer Célestine, elles sont comme si elles attendaient un miché. À la sortie du bureau, elles sont accostées par des racoleuses qui leur proposent du travail. Bien que cette activité pourrait rapporter beaucoup d'argent à Célestine, elle refuse. Célestine assiste à une scène dans le bureau de Madame Paula Durand.
Il s'y passe un entretien désagréable avec une dame remettant tout en doute et ne croyant pas la domestique Jeanne Le Godec. Cette dame a refusé que sa future femme de chambre amène sa fille de 18 mois dans sa maison, et elle a refusé de la laisser voir sa fille une fois par an. Jeanne devait tout faire, même si ce n'était pas son métier. Tout ça pour 30 francs au lieu des 40 francs que Jeanne recevait à les anciennes places. La dame a finalement refusé que Jeanne travaille pour elle. Célestine nous raconte une autre histoire. Une Bretonne nommée Louise Randon était très laide et maladroite, ce qui provoquait le dégoût et le mépris d'autrui. Elle avait quitté sa famille, car on la battait. Louise était venue à Paris en suivant une maîtresse qu'elle avait rencontrée à Saint-Michel-en-Grève. Elle était partie de sa place à cause d'un grand-père infirme qui voulait lui faire des saletés. Elle était persuadée que si elle n'avait pas trouvé d'autre place depuis, c'était car on avait jeté un sort sur elle. Il s'est déroulé un entretien avec Madame Paula Durand, Louise et une vieille dame. Alors que Louise demandait 30 francs, la dame ne voulait lui en donner que 15. Lorsque la dame s'est rendue compte qu'en plus de sa laideur, Louise puait, elle n'a voulu la payer que 10 francs. Quelques jours plus tard, Madame Paula Durand a proposé à Célestine une place en province afin d'être gouvernante auprès d'un vieux monsieur. Elle a refusé l'offre, mais s'en est voulu rapidement de n'avoir pas accepté. Le soir, dans son hôtel, elle a laissé un garçon entrer dans sa chambre. Célestine nous raconte également l'histoire d'un jardinier qui était lui aussi au bureau de placement. Lui et sa femme avaient trouvé une place, elle comme basse-courrière, lui comme jardinier, chez une comtesse. Alors que la comtesse avait elle-même des enfants et en choyait un, elle a interdit au couple d'en avoir, sans quoi il serait renvoyé. La femme était en réalité enceinte. Quelques jours plus tard, la femme est décédée des suites d'une soi-disant fausse couche. Célestine n'a reçu aucune lettre de Joseph. Il est censé revenir le lendemain. Le sacristain remplace Joseph dans son travail. Le capitaine Mauger a substitué Rose par une de ses nièces. Chez Madame Gouin, c'est maintenant la mercière qui s'occupe de propager les ragots. Célestine replonge dans ses souvenirs. Elle était alors placée chez de jeunes maîtres. Célestine avait une existence douce, en perspective. Elle a été bien accueillie par les domestiques et a été proche rapidement de l'homme de confiance de la maison nommé William. Le fils des concierges d'à côté, qui avait environ 18 ans, a fait son apparition, comme tous les soirs. La cuisinière Eugénie avait l'habitude de lui donner un panier de mets pour lui et ses parents. Elle le gâtait beaucoup. Bien qu'il affirmait être en retard, car il a dû garder la loge à la place de sa mère, Eugénie pensait qu'il avait vu des femmes. Tous les deux entretenaient une liaison. Tout comme William, Célestine ne faisait que très peu le ménage, profitant de maîtres qui ne savaient pas se faire respecter. William faisait ce qu'il voulait dans la maison, partant après le déjeuner pour assouvir sa passion des courses et invitant de nombreuses personnes. William fréquentait Edgar, un ancien lad, devenu piqueur auprès du baron de Borxem. Cet homme s'y connaissait en chevaux et avait des tuyaux pour les courses. C'était un personnage excentrique, mais il avait beaucoup de relations et faisait la fierté de son maître. Monsieur était un noble sans le sou et les origines de madame étaient obscures. On la disait fille d'un cocher et d'une femme de chambre qui était devenue usurier. Les origines de cette femme se ressentaient dans sa manière d'être, ce qui lui a valu l'exclusion du grand monde. Célestine commençait à rêver d'être à la campagne et à en avoir assez de cette place où elle mangeait et buvait trop bien. Célestine était témoin des disputes, parties de futilité, entre les deux époux, de leurs bouderies étranges et de leur réconciliation. Elle a compris que ces disputes avaient pour origine leur couple qui n'était basé que sur l'intérêt et la vanité, l'un donnant son argent et l'autre son titre. William savait qu'il fallait profiter de la bêtise de ses maîtres afin de mener une existence heureuse. Un jour, Célestine a assisté à une violente dispute entre les époux, partie simplement du fait que le mari n'avait pas vu que sa femme avait un nouveau corset. Célestine a perdu sa place après avoir ri, lorsque madame a cru que son mari pouvait mettre fin à ses jours et après avoir lâché des obscénités à madame. Célestine s'est rendue compte qu'elle a laissé une bonne place grâce à laquelle elle aurait pu se faire une situation. William n'avait pas l'intention de la suivre et de quitter son travail. Célestine a été très vite remplacée. Célestine reprend son journal après l'avoir abandonné durant 8 mois. Cela fait 3 mois qu'elle et Joseph se sont installés dans le petit café. Elle mène une existence heureuse. Avant qu'il quitte le prieuré, il y a eu un vol de l'argenterie des Lanlaire. Célestine a éprouvé un certain plaisir à penser que ce pillage était un juste retour des choses. Madame Lanlaire a reproché à son mari, puis aux domestiques de n'avoir rien entendu et de ne pas agir comme il le faudrait. Il est étrange que les chiens n'aient pas aboyé. Une enquête a été mise en route, mais aucun indice n'a été trouvé. Célestine a pensé à un lien entre Joseph et le pillage. Quand elle lui a demandé si c'est lui qui a abusé Claire et volé l'argenterie, elle n'a obtenu qu'un baiser comme réponse. Les magistrats ont fini par abandonner l'affaire. Quand Célestine a proposé à Joseph qu'ils partent ensemble, Joseph a dit qu'il fallait attendre, car il était inquiet du fait de bien quitter ses maîtres. Célestine a pensé que ce temps servait à endormir les soupçons. Après la perte de son argenterie, madame s'est humanisée quelque peu. Célestine a annoncé à madame son prochain départ. Joseph a fait de même quelques jours plus tard.
Dans le café, Joseph est métamorphosé. Il conclut des affaires qui lui sont bénéfiques. Célestine est intriguée par le fait que Joseph ait tant d'argent. Elle ne parvient pas à avoir de réponse. Ils ont à leur service une bonne, dont Célestine se plaint. Elle s'occupe de la caisse et est attifée de manière à pousser le client à la consommation. Le café est le lieu de rendez-vous des antisémites, endroit dans lequel Joseph continue de proférer ses idées. Croyant à une guerre avec l'Angleterre, Joseph souhaite que Célestine s'habille en alsacienne pour achalander les clients. Ce roman constitue, comme le titre l'indique, le journal intime d'une femme de chambre. Le journal débute le 14 septembre et finit probablement au mois de juillet de l'année suivante. Alors que dans les 16 premiers chapitres, elle écrit assez régulièrement. Il y a un trou de 8 mois entre l'avant-dernier chapitre et le dernier chapitre. La ligne rouge de ce roman est le service de Célestine chez les Lanlaire. Mais il existe des sous-histoires qui correspondent aux souvenirs que possède Célestine, au récit que Rose fait de l'adultère de la femme du notaire, au récit de Kimberly à propos d'une soirée si spéciale entre un poète et un peintre, au récit du jardinier en recherche d'emploi et à un article de journal relatant la destruction d'une partie d'une statue par Monsieur le Doyen. Célestine écrit un journal intime, ce qui signifie que la narratrice ne doit s'adresser qu'à son journal. Or, quelquefois, elle s'adresse au lecteur. Ceci est le cas lors du premier chapitre, lorsqu'elle a écrit la phrase « D'ailleurs, j'avertis charitablement les personnes qui me liront que mon intention, en écrivant ce journal, est de n'employer aucune réticence, pas plus vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis des autres. » Le livre est avant tout une critique de la domesticité. À travers l'expérience avec les Lanlaire et ses expériences antérieures, Célestine nous peint les difficultés de son métier. Toutes ces expériences sont des expériences malheureuses. Il n'y a pas une seule expérience qui a débouché sur du positif. La plupart des postes rendent la vie de Célestine impossible, car elle doit travailler pour des maîtres trop exigeants ou des maîtres qui vivent dans la débauche. Au final, ce sont toujours les mêmes histoires qui se répètent. Les gens de la haute société paraissent le plus souvent impeccables vus de l'extérieur, mais une vue à l'intérieur de leur logis nous montre toute la bassesse de ces personnes, qui se permettent de faire des leçons de morale aux domestiques. Les femmes de chambre, en côtoyant leurs maîtres dans leur demeure, sont les témoins des mauvaises actions de ceux qu'ils servent. Les domestiques n'ont pas choisi de l'être, mais l'ont été par la force des choses, comme cela a été le cas de Célestine, de Marianne ou encore de Louise. Les domestiques se révoltent rarement, parce qu'il est dit qu'ils ont la servitude dans le sang. Cependant cet argument ne tient pas puisque les domestiques tiennent rarement longtemps dans une même maison et vont de place en place. Les coups d'éclat de Célestine montrent que l'on ne peut pas faire autrement. Toutefois, Célestine n'est pas le profil type de la domestique puisqu'elle a reçu quelques instructions de la part des petites sœurs de Pontcroix, qu'elle lit des romans, qu'elle paraît être plus jolie que les autres domestiques et qu'elle possède une prescience qui lui permet de savoir où les individus veulent en venir. Il est par ailleurs étonnant qu'une femme de chambre ayant du travail par-dessus la tête parvienne à écrire un journal intime, même irrégulièrement. Célestine est dégoûtée par ses maîtres, mais elle l'est aussi des autres domestiques qui sont censés représenter son clan. Ainsi, elle ne cesse de décrire avec malveillance les corps lourds des femmes campagnardes et elle est scandalisée par les ragots rapportés par Rose. Les femmes domestiques et campagnardes ne sont pas seules à être rabaissées physiquement, puisque Célestine s'en prend également au physique des dames de la haute société. Même si une femme est belle, Célestine lui trouvera toujours un défaut physique ou dans sa manière de s'habiller. Plus généralement, Célestine évolue dans une société intolérante dans laquelle la plupart des individus sont anti-Dreyfusards et antisémites. Alors qu'elle ne cesse de montrer les abus des maîtres et la situation difficile des domestiques, Célestine change d'opinion à la fin du livre. En effet, maintenant qu'elle est devenue caissière dans un café, elle se plaint de la bonne qui les sert, elle et son mari. Ce revirement paraît étrange puisque jusque-là, le roman mettait en avant le fait que l'on ne pouvait pas quitter réellement ses origines, par exemple en utilisant le cas des charigots qui, même enrichis, ne savent pas se comporter lors d'un dîner. Les maîtres qui ne sont pas exigeants sont montrés comme bêtes et sont exploités par leurs domestiques, comme c'est le cas avec les jeunes maîtres anonymes chez qui Célestine travaille un temps et la maîtresse qui ne parvient pas à avoir l'attention de son mari. Même si Célestine se trouve bien à une place, ce qui est rare, il se passe un événement qui met fin à son travail. Par exemple, Célestine semblait mener une existence heureuse avec Monsieur Georges, mais elle est partie suite au décès du jeune homme. Même si Célestine se trouve bien à une place, elle part d'elle-même, gâchant une opportunité qui aurait pu lui permettre de travailler tranquillement et de s'enrichir. Célestine pense quelquefois que si elle avait utilisé ses charmes, sa situation aurait pu être meilleure. De plus, Célestine ne paraît pas être une bonne gestionnaire. Lorsque Clémence lui donne 20 francs, Célestine, au lieu de faire attention à cet argent, fait des dépenses superflues. En allant de place en place, Célestine reste dans la pauvreté. Le temps qu'elle trouve un nouveau travail, elle doit dépenser l'argent qu'elle a mis de côté. De plus, elle ne sait pas quels seront ses futurs gages. Nous savons lorsqu'elle est virée de chez Madame Tarve, qu'elle ne possède que 3,50 francs pour survivre. Lors de cette expérience, Célestine s'est fait voler son mois de gage par Monsieur Xavier et Madame Tarve lui a retenu ses 8 jours. Outre ces opérations malhonnêtes, le salaire à l'embauche paraît être très aléatoire. En effet,
Dans le chapitre 15, Jeanne Le Godec a l'habitude d'avoir des gages de 40 francs, or la femme qui veut l'embaucher ne lui propose que 30 francs. Pire encore est l'expérience de Louise Randon puisqu'à cause de sa laideur et de son odeur, une femme lui propose un salaire de seulement 10 francs. Les bureaux de placement sont représentés comme étant un lieu de trafic d'êtres humains. C'est un endroit où les directrices proposent des places aux domestiques, où se font se rencontrer les domestiques en recherche d'emploi et des dames offreuses d'emploi. Comme nous venons de le mentionner, il arrive que les femmes de chambre reçoivent des offres d'emploi dans lesquelles elles seront sous-payées. Les tâches demandées pour les emplois sont nombreuses, difficiles à effectuer tant il faut travailler vite et bien et des fois hors du champ de compétences de femmes de chambre. Madame Paula Durand fait même une offre d'emploi à Célestine dans lequel Célestine devra offrir ses services à un vieux monsieur. Les bureaux de placement se rémunèrent d'un certain pourcentage des gages une fois que le ou la domestique a obtenu un travail. Ce système fait en sorte que même en emploi, les travailleurs sont encore soumis au bureau de placement et doivent donner une partie de leur salaire qui leur est normalement due. L'exploitation se retrouve chez les sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs. Les femmes y vivent dans des mauvaises conditions devant manger de la nourriture exécrable et devant dormir dans des dortoirs dans lesquels se déroulent certaines scènes. Comme avec les bureaux de placement, une fois les domestiques ont de nouveau un travail, une partie de leur gage est ponctionnée. En effet, chaque jour que les femmes passent dans l'établissement leur crée une dette de 25 sous par jour. Les femmes se sont doublement exploitées puisque les sœurs, au lieu de leur chercher du travail, gardent exprès les meilleurs éléments qui travaillent chez elles. L'argent est un élément moteur dans la société. Nous savons que monsieur et madame Lanlaire sont riches lorsque leurs pères respectifs ont fait autrefois des actions malhonnêtes. Les radineries de madame Lanlaire doivent aussi y être pour quelque chose dans la fortune du couple. Les Lanlaire possèdent au moment du récit 1 million de francs, ce qui pousse les habitants du village à leur témoigner du respect, alors qu'ils sont en réalité des êtres ignobles. Les mariages d'argent apportent leur lot de mécontentement. C'est le cas avec les deux jeunes maîtres anonymes qui se sont mariés pour l'argent de l'un et le titre de l'autre, mais qui passent le plus clair de leur temps à se disputer. Monsieur et madame Lanlaire ne font plus rien ensemble, si tant est qu'il s'est déjà passé quelque chose entre eux. Ceci pousse monsieur Lanlaire à se faire plaisir avec les bonnes, des jeunes filles des environs et peut-être avec la petite Claire. Monsieur Lanlaire tente de séduire Célestine qui n'aurait pas dit non, si monsieur ne s'était pas montré si maladroit. Célestine apprendra plus tard que monsieur se soulage avec la cuisinière au final comme ferait un animal, sans aucune preuve d'amour, ce qui choque Célestine. Le sexe a une valeur prépondérante dans le récit. Monsieur Lanlaire veut tenter sa chance avec Célestine, mais couche finalement avec Marianne. Des messieurs comme Georges ou Xavier ont des relations avec Célestine. Des domestiques ont aussi des relations avec Célestine tels que William ou monsieur Jean. Le capitaine Mauger a des rapports avec Rose. La cuisinière Eugénie couche avec le jeune fils des voisins. Des femmes font appel à madame Gouin lorsqu'elles sont enceintes. Une domestique est donc doublement victime. Victime tout d'abord des supérieurs hiérarchiques auxquels elle doit obéissance sans tomber enceinte au risque d'être renvoyée, puis victime des autres domestiques masculins. Célestine a une approche particulière des hommes. Tout d'abord, elle est attirée par eux. Il est indéniable que Célestine a du goût, dans un premier temps, pour monsieur Lanlaire. Il en sera de même par la suite avec Joseph, qui pourtant est un homme laid et presque vieux. Elle est séduite par les muscles des hommes et par leur souplesse. Si Célestine critique le physique des femmes, il n'en est pas de même pour les hommes dont elle trouve bien des détails à son goût. Il y a des chances pour que Célestine invente une vie trépidante à Joseph juste pour assouvir son besoin d'avoir à ses côtés un mâle dangereux. En effet, elle met en avant le fait que Joseph se trouvait dans la forêt le même jour que celui lors duquel le corps de la petite Claire a été retrouvé. Cependant le corps était présent depuis au moins 8 jours. Pourtant, il est étonnant que Joseph ait tant d'argent dont l'origine reste mystérieuse. Célestine est étonnement indulgente envers les hommes. Ainsi, elle comprend que monsieur Lanlaire se fournisse ailleurs, car elle sous-entend qu'un homme tel que lui a des besoins qu'il doit assouvir. Célestine se sent amoureuse de la plupart des hommes avec lesquels elle a des relations. Quoiqu'elle fasse preuve quelquefois de méchanceté, Célestine est une femme très fleur bleue, comme l'atteste son goût pour la campagne et le poème qu'elle a composé. Bien après, elle se souvient avec tendresse de monsieur Georges et de monsieur Xavier. Célestine a besoin de preuves d'amour, ce que les autres ne lui fournissent pas toujours. Elle est incapable de remarquer qu'elle s'est fait avoir par monsieur Georges qui au final voulait seulement connaître l'amour physique avant sa mort. Elle est incapable de remarquer qu'elle s'est fait avoir par monsieur Xavier qui n'a fait que de profiter de son corps avec la complicité de sa mère. Elle s'est également fait avoir par William, puisqu'une fois renvoyée, William ne quittera pas son travail pour elle, ne la suivra pas et la remplacera sans doute bien vite par une autre femme. Dans la même veine, monsieur Jean ne la sauvera pas de l'enfer dans lequel elle dit vivre. Elle se fait encore avoir lorsque Joseph fait en sorte que Célestine soit habillée de telle manière qu'elle attire le client et le pousse à consommer. En faisant cela, Célestine doit proposer ses services aux clients du café, sans jamais réellement les donner. Tout comme certains maîtres et maîtresses ne la laissaient pas avoir son véritable prénom, Joseph lui efface son origine géographique en voulant la faire passer pour une Alsacienne. L'affaire s'est traitée par l'intermédiaire des petites annonces du Figaro et sans que je voie madame. Nous nous sommes écrit des lettres, ça a été tout,
moyen chanceux où l'on a souvent, de part et d'autre, des surprises. Les lettres de madame sont bien écrites, ça c'est vrai. Mais elles révèlent un caractère tatillon et méticuleux. Ah, il lui en faut des explications et des commentaires, et des pourquoi, et des parce que. Je ne sais si madame est avare. En tout cas, elle ne se fend guère pour son papier à lettres. Il est acheté au Louvre. Moi qui ne suis pas riche, j'ai plus de coquetterie. J'écris sur du papier parfumé à la peau d'Espagne, du beau papier, tantôt rose, tantôt bleu pâle, que j'ai collectionné chez mes anciennes maîtresses. Il y en a même sur lequel sont gravées des couronnes de comtesse. Ça a dû lui emboucher un coin. Enfin, me voilà en Normandie, au Ménilroi. La propriété de madame, qui n'est pas loin du pays, s'appelle le Prieuré. C'est à peu près tout ce que je sais de l'endroit où, désormais, je vais vivre. Je ne suis pas sans inquiétude ni sans regret d'être venu, à la suite d'un coup de tête, m'ensevelir dans ce fond perdu de province. Ce que j'en ai aperçu m'effraie un peu, et je me demande ce qui va encore m'arriver ici. Rien de bon sans doute et, comme d'habitude, des embêtements. Les embêtements, c'est le plus clair de notre bénéfice. Pour une qui réussit, c'est-à-dire pour une qui épouse un brave garçon ou qui se colle avec un vieux, combien sont destinés aux malchances, emportés dans le grand tourbillon de la misère. Après tout, je n'avais pas le choix. Et cela vaut mieux que rien.